Salut à tous, de retour à Phnom Penh avec JB. On a fait l'ascension du Mont Oral. On va faire un petit débrief sur ce qui s'est passé pendant ces 2 jours. Ça y est, on est rentré. Mais déjà dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais ici, puis Avec plaisir. pourquoi je suis parti avec toi en fait. Écoute, Jean-Benoît Lasselin, associé chez C4 Adventures. Donc ça fait maintenant plus de 14 ans que je suis au Cambodge et 5 ans que j'ai rejoint l'agence C4 Adventures. David, on se connaît de loin, on se connaît de près, on se connaît dans les salles de sport, dans les salles de boxe, dans la jungle maintenant. On avait essayé plusieurs fois de camper et de crapahuter un petit peu ensemble en France. Il y a eu le Covid entre temps. L'idée du Cambodge était toujours derrière ta tête. Et maintenant, on a pu créer un petit peu cette aventure ensemble. Tu avais cet objectif des cardamom avec cette région d'Oral. Et nous, on a l'habitude en fait d'organiser des séjours pour un public international au Cambodge. Bon, on a aussi des prestations avec des aventures en Sibérie, au Cambodge, en France, un peu partout. On développe un peu l'Amérique latine en ce moment. L'agence est vraiment ancrée sur le segment aventure. C'est-à-dire qu'on on met le paquet sur des immersions authentiques dans des régions plutôt reculées. Le Mont Oral par exemple, c'est une région qui, malgré le fait qu'il y ait une piste assez délimitée, on s'est retrouvé bloqué. C'est ce qu'on va vous raconter. Il y a eu des petites choses qui se sont passées quand même finalement, donc on va pouvoir en parler un petit peu. Déjà pourquoi le Mont Oral, pourquoi faire cette ascension avec toi, pour que tout le monde soit au courant aussi. Tout simplement le Cambodge, moi c'est un peu mon pays d'adoption, c'est un peu mon pays de cœur. Et je célébrais cette année, là en venant, mon 20e séjour sur place. 20e séjour sur place, ouais. Et j'avais envie de marquer un petit peu le coup, donc déjà plusieurs séjours en jungle, etc. Et j'avais envie d'aller un petit peu plus loin, puis un truc un peu péchu quoi en fait, tu vois. Le Mont Oral c'est péchu. Et le Mont Oral, je me suis dit, bon, le plus haut sommet cambodgien, pour un 20e séjour au Cambodge, ça peut être un défi plutôt sympa. Je sais que ça va me mettre dans le rouge, physiquement, les gens me connaissent. Hein, j'ai pas forcément la carrure du marathonien, mais voilà, habitué à crapahuter tout ça, je me suis dit, ça peut être un bon défi. Et puis, qui le faire, forcément, hein, connaissant David, te connaissant toi, c'était avec toute évidence que j'ai appelé en disant, on se fait un truc. C'est vrai que le Mont Oral, en fait, il faut savoir, c'est 1813 mètres. Donc, c'est pas un sommet qui peut concurrencer avec les Himalayas ou pas de l'alpinisme, ou les Alpes, voilà. Par contre, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une piste de montagne en zone tropicale. Donc, il faut savoir que le Mont Oral, c'est la piste qu'on fait assez fréquemment avec C4 Adventures. On a quand même beaucoup de demandes sur ce sommet, parce que c'est quand même une piste qui est iconique. C'est le point culminant du Cambodge, c'est le toit du Cambodge. On prend quand même plus de 1600 mètres de dénivelé en une journée, quoi. Je confirme. C'est quand même une ascension. C'est pas technique d'un point de vue matériel. C'est une ascension qui demande en fait une adaptation du corps. En fait, on a un choc. On passe quand même par 3 niveaux. On passe par un plateau plutôt dégagé. On est sur de la prairie pendant 10 km en partant du village qui est pas loin de la montagne. On arrive au pied de la montagne. On a quand même 2-3 km où on est monté, où on se retrouve quand même avec un climat tropical et ça tape, quoi. C'est du soleil qui tape en saison sèche. Et ensuite on va jusqu'au camp numéro 1 qui là en fait commence à faire frais, il commence à faire froid, on ressent un peu la fraîcheur. On sent bien. Ah ouais. Et en fonction du climat, la dernière partie, donc jusqu'au sommet, on est carrément dans les nuages. Donc la visibilité elle est faible et surtout c'est du frais. Dès qu'on s'arrête, on a froid. Ouais, il faut pas s'arrêter, mais on s'arrête quand même pour reprendre notre souffle. Donc c'est assez challenging comme situation. Pour la petite anecdote, je suis loin d'être frileux. De toute façon, là, ça se voit. On est dans l'hôtel, j'ai chaud, etc. J'ai chaud, même en France. Et là, on me voit, j'ai une photo et on le voit dans la vidéo. On est au camp 2 en fait, et j'ai ma polaire. Hein, on est au Cambodge, j'ai ma polaire, donc c'est quand même un signe. Hein, si on vous dit que la température change, c'est vrai. David nous dit camp 2 parce que en fait, ce qui se passe, c'est que d'un point de vue, on va dire occidental, on dit camp de base, camp 1. Mais d'un point de vue cambodgien, on dit base camp 1, base camp 2. Donc pour faire simple, maintenant je sais le 1 et le 2, voilà. Comme ça on se trompe pas, puis on sait de quoi on parle. Mais effectivement, donc c'était le camp 1, mais pour nous ce sera le camp 2. Mais
Ça va devenir vite compliqué. Voilà. Sinon. C'est une question de traduction en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des préparatifs? Alors, de ton côté, Ouais. comment vous avez préparé entre guillemets, mon arrivée sur place? Ouais. Puis moi, je dirais un petit peu ce que j'ai fait aussi en France. Bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est vrai qu'on a rediscuté donc, de ce projet l'an dernier. On s'est mis d'accord donc, sur un planning de travail, on s'est mis d'accord sur des dates d'ascension et sur des petits créneaux horaires donc, pour qu'on puisse se retrouver en vidéo comme aujourd'hui. Le Mont Oral, c'est une ascension qui se fait sur 1 jour, 2 jours ou 3 jours. En règle générale, je suis plutôt sur 3 jours, c'est une ascension de 3 jours. On est en autonomie complète, c'est-à-dire qu'on n'a pas de possibilité d'être ravitaillé rapidement. Le ravitaillement se fera sur 12 heures, 15 heures, voire une journée complète. Donc on est plutôt en train de favoriser l'autonomie. Moi, régulièrement, je prends un porteur qui est en fait quelqu'un qui est un gars du village, tout simplement, qui nous permet d'avoir une seconde sécurité vraiment en cas de gros temps, en cas d'accident. C'est quelqu'un qui est du coin, tout simplement. Donc il connaît exactement les seconds sentiers, les points de ravitaillement qui sont planqués un petit peu à droite à gauche. Il faut savoir aussi que travailler avec des personnes qui sont du village, ça permet aussi d'avoir une redistribution juste de l'activité touristique. Nous, en fait, on y va tous les mois avec 6 fois Adventures. Et on fait toujours le choix de demander aux gens qui font le choix de partir avec nous s'ils souhaitent prendre un porteur. Et en règle générale, on pousse à prendre un porteur parce que c'est de l'argent qui va directement dans les familles des porteurs. C'est tout à fait cohérent de faire bosser les locaux finalement quand on est sur ce genre de trip. Et puis même en termes de sécurité, c'est vrai que ça fait quelqu'un en plus avec nous. Après, c'est vrai que d'un point de vue occidental, c'est quelque chose à voir aussi. Parce que nous, on est équipés, on est chargés comme des porte-avions, etc. On essaie de grimper. Et lui, il est à côté, il est en tongs, short tongs, en train de grimper et il fume ses clopes en montant. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, ça, c'est un truc il est à chez voir. lui, quoi. Il est dans son salon. Voilà, c'est ce qui pour nous est un défi sportif. Lui, c'est la petite balade digestive le dimanche midi, quoi. Ouais, c'est frigo salon, quoi, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Non, c'est vraiment que c'est des gens qui sont impressionnants à voir. Ils sont dans une forme olympique. Nous, on est vraiment équipés technique, tactique, prêts à l'urgence. Et c'est vrai que la façon cambodgienne en fait, de gérer l'ascension, c'est plutôt sur des petits points de logistique qui sont posés tout au long du parcours, auxquels nous, en fait, on ne fait pas forcément attention. Mais pour eux, c'est des points de logistique où il y a un petit peu d'eau, une bâche. Donc, c'est très intéressant de travailler avec eux parce que c'est notre façon aussi d'appréhender le parcours. Et ça fait un deuxième filet de sécurité. Nous, on en connaît très bien la piste, donc en fait, la préparation n'a pas été très difficile. Au niveau de la gamelle, on prévoit des repas qui sont adaptés au terrain. Donc, pas trop de cuisine parce que, on vous le racontera après, c'est pas facile en fait d'allumer un feu parce qu'on est dans les nuages. Donc, en fait, il y a un brouillard permanent qui sont en fait des petites gouttes de pluie. Peut-être en suspension, c'est impressionnant à voir. Et on met la main levée comme ceci, en 2 minutes, la main est trempée. Donc, allumer un feu dans ces conditions, c'est un challenge en soi. Et donc on va plutôt privilégier donc, une logistique gamelle qui est légère, rapide et qui demande peu de cuisine. Donc peu de cuisson, peu de préparation. Et surtout aussi, on a notre petit kit trauma, notre petite pharmacie de jungle. Et puis on a notre kit bivouac aussi, qui est un kit adapté donc, au climat tropical. Donc avec des chutes de température impressionnantes pendant la nuit. On passe facilement d'une journée à 28, soirée 24, et dans la nuit on passe à 9. Ouais, c'est impressionnant. Donc c'est un voyage pour le corps. C'est vrai que les gens, ils ont pas l'impression quand on parle de venir en jungle, au Cambodge, etc., de se dire d'emmener un sac de couchage avec soi pour dormir dans la jungle. Enfin, c'est complètement, enfin c'est presque impensable. C'est contre-intuitif. Alors que finalement, petit matin, moi j'ai refermé et j'ai même remis ma polaire par-dessus. Enfin, il y a une vraie différence de température qu'il faut prendre en compte, quoi. C'est vrai. Donc du coup, c'est de la logistique, c'est des choses à prévoir. Et c'est des choses en fait qu'il faut savoir parce que ça peut mettre en péril en fait, le séjour. Parce que choper la crève pendant la nuit, ça peut s'emballer facilement. Il y a mieux pour terminer le parcours, effectivement. Ouais. Donc, parce qu'après il faut redescendre. Hein. Ouais. Et tu parlais d'équipement, alors il faut savoir qu'on avait une sorte d'équipement collectif, on va dire, pour grouper un peu le matos, mais on est tous équipés aussi en individuel, avec tout le matériel. C'est-à-dire qu'on a de quoi, si jamais on devait se perdre ou s'égarer les uns les autres, on a tout notre matos pour pouvoir
se débrouiller, donc du matériel de secours, du matériel pour pouvoir manger, etc. Donc on est vraiment autonome tous. On est une équipe, mais on est aussi tous autonomes Ouais, à bien sûr. 100% sur le parcours. Ouais. Le matériel collectif est vraiment là pour apporter du confort Bien sûr. au moment du bivouac, mais le matériel individuel est très important. Donc par exemple, chacun sa bâche sur soi, chacun ses lames, donc une machette, un couteau, et puis surtout chacun son petit kit de feu. Tout à fait. Donc il faut pouvoir s'assurer une autonomie de 4-5 heures si on est séparés. Ouais, non, c'est vraiment important d'être tous autonomes finalement. Donc, Ouais, minimum. Ouais. Il faut prévoir à peu près 6 heures d'autonomie chacun, je pense, surtout dans ces conditions, avec une visibilité qui, je le rappelle, est extrêmement faible. C'est, sur le parcours, c'était bien assez impressionnant parce que donc il faut savoir qu'on était 3 plus un porteur, donc, Ouais. donc avec Gaëtan qui est mon second, qui est sur ton piste. second. Et il faut savoir qu'à un moment donné, on était un petit peu en retrait. Gaëtan, tu étais à quoi, allez, 10-15 mètres devant nous et on commençait déjà à plus te voir avec la brume, quoi. Donc, D'accord. c'est vraiment assez impressionnant de voir ce nuage de ces espèces de gouttelettes en suspension. Ouais. Ça te brouille tout, mais tout de suite. Ah ouais. Et donc il faut le prendre en compte. Et c'est là, alors déjà entre la végétation où il ne faut pas aller loin pour se perdre quand même, hein, Tout à fait. plus cette espèce de climat qui ne t'aide pas du tout. Donc vaut mieux être autonome de toute façon pour faire ce genre de truc. On est bien d'accord sur le principe. Bon, après, toi comme moi, c'est notre métier, on est des professionnels de l'aventure, donc on a l'habitude d'avoir notre propre matériel. Bien sûr. On a aussi des très bons réflexes, on est entraîné pour ça, et surtout aussi, on sait quels sont les comportements à avoir sur des pistes un peu plus complexes ou des pistes que toi comme moi on peut découvrir. Parce qu'il faut savoir aussi que en zone tropicale, ça repousse extrêmement vite. Tu coupes une branche le lundi suivant, elle a repoussé 2 fois. Tu me le disais d'ailleurs quand on a commencé à faire le parcours, qu'on a commencé à partir du village, tu me disais que c'était ton 15e, Ma 15e ascension. Ouais. Et tu me disais que finalement tu aimais bien faire ce parcours-là parce qu'à chaque fois que tu venais, c'était pas le même parcours justement parce que la végétation bouge, Tout à les fait. chemins changent, etc. Ouais. Donc c'est super sympa. Enfin, c'est super sympa, mais ça veut dire qu'on peut pas prendre non plus énormément de repères pour la prochaine fois. Donc, Tout à fait, et surtout c'est très facile parce que parfois il y a des chutes d'arbres. Donc du coup c'est des arbres qui sont hyper durs à éviter, on est en zone un peu reculée, donc on ne peut pas forcément faire venir du monde pour dégager l'arbre. Donc il y a des deuxièmes pistes qui vont venir contourner l'arbre. Et quand tu connais bien la piste, tu as ta carte, ta boussole, mais aussi tu as ton GPS ou ta piste elle est bien tracée, et d'un coup tu te retrouves hors piste. Parce qu'en fait il y a un obstacle qu'il faut contourner. qui te change tout, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et je tiens aussi à dire que chaque ascension est unique, parce que même si c'est une piste que je connais extrêmement bien, que je peux faire avec très peu de matériel d'orientation, c'est quand même une piste sur laquelle j'ai déjà fait des coups de chaud. C'est une piste sur laquelle j'ai déjà eu des situations imprévues, comme par exemple les porteurs qui disparaissent parce que il y a de la brume, on ne sait plus où ils sont. Il y a une permanence, il y a un facteur d'inconnu qui est à prendre en compte et qui fait que chaque ascension est unique en fait. C'est ça qui est passionnant. Ça c'est cool, ça c'est cool. C'est vrai que c'est agréable de pouvoir te dire je fais plusieurs fois le même parcours, mais c'est pas monotone parce que ça varie tout le temps. Ça c'est top. Bon, moi la préparation était beaucoup plus succincte parce que forcément, à pas se mentir, je me suis vachement reposé sur JB sur la préparation sur place. Hein. C'est quand même déjà plus facile pour toi en étant sur place et puis connaissant parfaitement le secteur, ça aide vachement. Moi j'ai surtout adapté au terme de ma préparation physique, parce que la préparation technique, théorique, la travaillant régulièrement de par mon métier, forcément elle est acquise même si on la travaille régulièrement évidemment. Mais j'ai surtout axé sur une préparation physique. J'ai 2 coachs qui m'ont suivi pendant plusieurs mois pour me préparer. Donc, on a vraiment axé sur du travail de montée, de cardio, de musculaire, hein, parce que forcément, d'un point de vue musculaire, ça tape énormément, parce que ça grimpe tout le temps. Vous avez un mur devant vous en permanence. Il y a des passages avec des cordes, etc. Enfin, ça grimpe bien. C'est pas un escalier que vous montez pendant plusieurs kilomètres, c'est vraiment c'est un mur, quoi. C'est pas une piste de berger, quoi. Non, c'est ça. L'azimut brutal. C'est vraiment de l'azimut brutal à travers la jungle sur une montagne, quoi. Voilà, donc vraiment axé. Moi, c'était une grosse préparation physique. Mais on va s'apercevoir que même avec une bonne prépa physique, ça peut être un petit peu plus compliqué. C'est un projet qui est ambitieux, qu'il ne faut pas prendre à la légère, une ascension. Donc, la préparation terminée. Préparation terminée. Tu es arrivé à Phnom Penh. Je suis arrivé à Phnom Penh. Et imprévu. Ouais, imprévu qui est tout à fait prévisible dans notre. On aurait pu prévoir. Voilà, dans notre secteur d'activité, c'est la notion d'imprévu qui est permanente en fait, qui est liée en fait à la météo. C'est ça.
Donc il faut savoir que ce genre d'expédition, ce genre d'ascension, on est constamment en train de checker la météo sur nos téléphones. Et alors, quelque chose qui n'arrive que très rarement ou qui arrivait spécialement pour toi. C'est le petit cadeau pour le 20e, Voilà. 20e séjour. On a eu une dépression sur le Cambodge, c'est-à-dire qu'on s'est tapé une semaine de pluie. Et t'as atterri dans Phnom Penh, tu me disais, tu voyais. C'était des marécages partout. C'était mouillé partout. Sachant qu'on est donc au mois de janvier, que c'est la saison sèche, qu'on est même en plein milieu de la saison sèche. Hein, c'est les mois les plus secs ici au Cambodge. Et là, je suis arrivé, l'avion a commencé à approcher les pistes, tout ça, et j'ai vu des marécages partout. Je me suis dit, là, il y a un problème. c'est un peu humide. Donc en fait, David a atterri en plein milieu d'une petite dépression, pas quelque chose de... Il n'y avait pas trop de vent, il n'y avait pas trop de... C'est pas une tempête, c'est juste qu'en fait il se met à pleuvoir. De la flotte tout le temps. Ah ouais, pendant une semaine. Donc j'ai regardé la météo, j'ai proposé à David en fait d'avancer le départ. Donc, là tu as atterri mardi, c'est ça? Je suis parti lundi matin, j'ai atterri mardi matin, sachant donc sans dormir, c'est important pour la suite, sans dormir pendant ces 2 jours-là, parce qu'avec l'avion, tout ça, moi je dors pas en avion, c'est pas possible. Donc je suis parti lundi, j'ai pas dormi alors très peu le dimanche soir parce que je suis parti tôt lundi, j'ai pas dormi de la nuit de lundi à mardi, me voilà arrivé mardi ici. Voilà, et moi je me suis dit tiens ça te ferait plaisir David, on va faire sauter une nuit encore de plus. Non en fait c'est que voilà, j'ai checké la météo et je me suis rendu compte que jusqu'à mercredi soir on avait une petite fenêtre pour l'ascension avec une météo qui nous permettait en fait de pouvoir pousser, de pouvoir se lancer sur piste. Avec un jeudi, avec une augmentation des précipitations, il faut savoir qu'on est en montagne, donc ce qui veut dire qu'à partir de vendredi, il y a des énormes risques de crues soudaines au niveau des villages aux alentours, ce qui veut dire que tout le week-end, les routes allaient être bloquées, les accès allaient être très difficiles. Donc je proposais à David, est-ce que ça te va si on part un jour plus tôt? Du coup il me dit on part mercredi. Très bien, j'arrive mardi, on part mercredi, ça va bien le faire, je vais dormir de mardi à mercredi, et puis top. Et là, je lui dis, mais on part à quelle heure mercredi? Et il me dit, bah écoute, départ de Phnom Penh, 2h du mat. Voilà. Donc, 3e nuit sans dormir. Et alors, ce qui est bien, c'est que c'est une aventure. Donc, on ne peut pas prévoir ce genre de choses. Il y a encore plein de choses qui se passent. C'est ça. Donc, on arrive donc dans la région des Cardamomes. Donc, on est à peu près à 14-15 km du pied de la montagne. On doit rejoindre un village qui est notre point logistique. C'est-à-dire que c'est là où on gare le véhicule C4. Et c'est là qu'on prend un petit déj, qu'on s'équipe et qu'on se lance. Ben, manque de bol, les pluies avaient commencé déjà à créer donc, des accumulations d'eau. À faire leur travail. Tout à fait. Et donc il n'y avait plus de pont. Voilà. Le pont avait disparu, le pont qui nous amenait au village. Les pluies ici ont tendance à nettoyer les rues et tout ça, et là ça avait nettoyé un peu plus que les rues, quoi. Il y avait aussi l'infrastructure. Donc en fait il y avait un pont qui avait disparu. Donc on se retrouve, moi j'étais content, on est parti tôt. On se retrouve à 4h du matin. En plein milieu de nulle part, devant un pont qui n'existe plus. C'est ça. Et donc nous, on a 4 km à faire avec toute la logistique pour aller jusqu'au point logistique en fait. Pour aller jusqu'au point de... Même pas le point de départ, enfin le point logistique. Quoi. Exactement, là où on doit placer en fait le véhicule C4 avec le chauffeur qui est là en cas d'urgence pour nous évacuer. Donc là, on se regarde tous. Il n'y a personne, il n'y a rien. Donc en fait, c'est le Cambodge. Donc il n'y a pas d'éclairage public. C'est la nuit noire. C'est-à-dire que à 2 mètres, tu vois rien. Quoi. C'est pas possible. C'est gorille dans la brume, on voit rien. Donc, il faut attendre qu'il y ait une moto qui passe. C'est ça. Pour lui dire, excuse-moi, tu peux, quand tu vas au village, quand tu traverses avec le pont qui n'existe pas et que tu arrives au village, est-ce que tu peux prévenir des mecs pour qu'ils nous envoient des motos qui nous aident? Donc, la première moto est arrivée vers 6h. Parce qu'on l'envoie sans avoir la certitude d'avoir un retour à un moment donné en plus. Hein. Prendre en compte ça aussi. Il demande gentiment à quelqu'un, est-ce que tu peux nous aider? Il nous doit rien. Quoi. Ah non, c'est ça. Donc voilà, on a attendu donc 2 heures à se raconter nos histoires d'aventures, de groupes à droite à gauche, tous nos bivouacs qu'on s'est fait en monde entier. Et là, paf, coup de chance, il y a une moto qui passe avec un vieux tonton qui nous dit ah ouais, moi je vais au village et tout, donc préviens les autres, nous on veut 4 motos. Parce qu'il en faut un chacun, donc une pour toi, une pour moi, une pour mon second Gaëtan et une pour la logistique. Et donc là, on se retrouve 6h30 à manger un petit breakfast comme ça dans un sorte de
boutique abandonnée. Après, quasiment, j'allais dire quasiment au cul du véhicule, mais Ouais, c'est ça. il y avait une espèce de petite table. Toutes les maisons cambodgiennes, ils ont toujours des espèces de tables qui servent de lit, enfin ça fait un peu tout. Un peu tout. Donc on se retrouve à manger là-dessus. Exactement. Et puis surtout, on se dit bon, quoi qu'il arrive, on se prépare, on s'équipe maintenant. Comme ça, s'il faut partir à On est pied, prêt. on est prêt. Donc on a eu un petit coup de bol, c'est-à-dire que les motos viennent nous chercher finalement. Bon, il est quand même 6h30, donc il fait déjà jour. Alors qu'on avait anticipé les frontales, on s'est dit ok, on va faire la marche d'approche à la frontale. On prend déjà du retard sur le planning prévu, quoi, finalement. Exactement. Et en fait, il faut savoir que quand on a un planning en aventure, on essaie de respecter au maximum en fait les plages horaires afin de ne pas avoir un retard qui s'accumule sur la fin de journée. Parce que fin de journée, c'est le montage du bivouac. Et monter un bivouac la nuit, c'est un autre challenge. C'est un autre délire. C'est une difficulté. Et donc on se retrouve donc avec ces motos. Très sympa de faire de la moto à 6h30 C'est rigolo dans les aussi, villages. C'est traverser les rivières, tout ça. Exactement. Ah, Donc avec de l'eau jusque là, la moto qui disparaît. Elle est où la moto? qui cale dans l'eau. Voilà. Faut pousser après. Voilà. Avec bien sûr, sinon c'est pas drôle, de la boue partout, les motos qui dérapent. Et on passe aussi dans les maisons des gens. Vu que la route est défoncée, la route est dérivée et passe carrément dans le jardin. Dans les jardins. Des Les gens mettent une barrière en disant non, si vous voulez passer, faut payer. Tire une petite corde, la petite corde rigolote, tu sais, qui te prend dans le cou là. Et donc on arrive à notre point de départ, on retrouve notre porteur. Là il est déjà 7h du matin. On n'a pas commencé, on est déjà trempé. On est déjà trempé, on est déjà en retard. On est déjà en retard, trempé. Et là on se dit bon ben va falloir avoir une cadence sur la marche d'approche plutôt élevée afin d'être au pied de la montagne. On visait le pied de la montagne quand même à 9h et il était 7h. Donc on a fait une marche d'approche, il faut savoir que c'est donc un petit peu comme un croissant, on rentre dans une vallée et le mont Oural en fait sur toute cette marche d'approche est devant nous. Il est vraiment devant nous, on le voit, c'est vraiment l'objectif. C'est-à-dire on peut pas louper, si on le loupait parce qu'il était couvert de bruit, mais tout à fait. Techniquement il est vraiment face à nous. Quoi. Ouais. Donc 2 heures de marche, 1h30, 2 heures, donc bon échauffement, et là on arrive au pied de la montagne. Et là... T'appelles ça une montagne toi? Ouais, c'est... Moi quand c'est comme ça j'appelle ça un mur. Après chacun c'est... Mais bon, c'est pas un détail quoi. On arrive devant le mur de montagne. Non, et c'était vraiment... c'est là que c'est impressionnant, c'est qu'on passe d'une végétation qui est plutôt dégagée, plutôt en fait, on pourrait être dans le sud de la France, on pourrait être dans un truc un peu dégagé. De brousse un petit peu végétation un peu basse. Léger, tu vois. Et là on se retrouve sur du climat tropical et ça monte d'un coup. Direct. Et en plus, pour que ce soit plus rigolo, les bambous sont carrément pliés au-dessus des chemins. Donc en fait, on doit parfois faire des passages en canard, on doit se pencher avec le sac à dos qui se prend dans les bambous. Et un bambou, bien sûr, tu tires, ça casse pas, c'est toi qui casse. C'est ça. Donc en fait, avec le poncho autour de toi qui te fait aucune visibilité. Voilà, puis un coup il pleut, un coup il pleut plus, donc tu le retires, puis en fait il repleut, donc tu le remets. C'est une vraie logistique, c'est une vraie gestion du matériel en fait en permanence. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il faut pouvoir anticiper le temps, anticiper le terrain, s'adapter en permanence en fait, à la difficulté. Puis en sachant que finalement le poncho il va nous servir plus à protéger le matos qui est dans le sac que nous, parce que de toute façon avec la transpiration on est pourri quoi qu'il arrive. Donc, ouais. Et puis même tu t'arrêtes un peu. Froid quand même. Ouais, on est tout trempé. Ouais. Et comme tu dis avec le froid, tout de suite tu as froid. Donc ça va très vite. Donc là on pousse en fait jusqu'au camp de base. Donc le camp de base. Camp numéro 1. Basecamp 1 en Khmer. Donc on arrive là, on se pose, on commence à faire le point sur où est-ce qu'on en est, quelle heure il est. Donc il est à peu près 11h. On se dit voilà, là on est prêt à attaquer, c'était l'échauffement. Gaëtan, mon second, sort des petites mangues séchées avec des petites cacahuètes. On se dit avec David, bon allez, on va descendre faire un petit ravito haut, hein. On va à la rivière. Je remonte avec David, les gourdes pleines. Je dis bon, on se fait un petit peu de mangue séchée. De mangue, deuxième passage. La mangue séchée, c'est du sucre rapide dans le sang, donc ça fait un petit boost. Et je dis à Gaëtan, mais Gaëtan, il est où le petit sachet de mangue séchée? Les mangues, c'était là. Gaëtan me dit, alors JB, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Je revois son visage à ce moment-là. Alors je dis bon, j'aime pas trop quand il y a des nouvelles. Moi, alors je dis bon, vas-y, commence par la première nouvelle du coup. Il me dit bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai vu un singe. Je dis, ah super, sympa. Très beau singe, un mâle blanc, un macaque. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il a piqué les mangues. Je me suis éloigné un peu des mangues donc avec les pastilles de micro-pure qu'ils étaient avec les pastilles pour épurer l'eau. Je dis voilà, là on commence bien là, tu vois, là on a les pieds dedans, là c'est l'aventure pure et dure. On se rééquipe et là on attaque le premier mur
qui nous permet en fait de comprendre la difficulté contre laquelle on. Ouais, et puis là, je pense que même si t'es pas très fut-fut, tu le comprends vite quand même. Tu vois. Il y a un truc tout de suite psychologique qui te tombe dessus et tu pars du camp quasiment dans la foulée. Alors là, pour le coup, on est vraiment sur un mur Ah ouais, c'est avec, pas 45 degrés là. Hein. avec des cordes, quoi. À part un porteur en tongs, sinon personne d'autre passe. C'est ça, il faut le dire quand même. Lui il passe en tongs, je sais même pas s'il se sert des cordes pour le coup, mais très Avec peu. les dents, je pense. Mais avec les dents, je sais pas comment il fait, ou sur les mains, je sais pas comment il se débrouille. Mais nous, c'est avec les cordes, quoi. Sinon, enfin, on est vraiment sur du passage comme ça, quoi. Ouais, on est carrément à 70-80 degrés là. Ah ouais, c'est un mur, enfin, on peut pas dire mieux à un moment donné. Et un pas, ça demande un effort, ça demande de lever le genou presque jusqu'au buste, et ensuite d'avoir de l'explosivité dans les membres inférieurs pour pouvoir se hisser vers la marche suivante. C'est des marches de pierre en fait, c'est Ouais, c'est ça. ces éboulements de terrain accumulés qui font que ça crée des marches. Donc en fait, on s'organise et déjà il faut faire attention de ne pas être à deux sur un même morceau de Le corde, passage de corde, ouais. parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si par exemple moi je suis déséquilibré et que je suis devant toi, je peux te déséquilibrer. C'est ça. Et Je- d'emmener tous les copains avec, c'est quand même tout de suite moins rigolo pour finir l'épreuve. Et ouais, ça peut entraîner une chute, une belle entorse, Bien sûr. voilà, perdre du matériel. Donc on s'organise, on garde les distances et on est quand même en train de prendre 400 mètres de dénivelé sur moins de 100 mètres de piste. Quoi. Donc c'est très brutal. Hein. On est Ah vraiment non, c'est sur- vraiment violent. Ça, enfin, tu me dis si je me trompe, si tu le ressens pas de la même façon, mais enfin, techniquement, tu me mettrais une échelle sur 400 mètres de haut, Ah oui. ça fait le même effet, quoi. c'est- Hein. ouais, bien sûr. Ça te défonce les jambes tout autant, et c'est vraiment en termes d'effort, c'est en termes de cardio et musculairement, c'est. Et alors là, on a mis en place une petite technique sur ce passage-là, qui est une technique qui permet de rester groupé Ouais. et de travailler ensemble. Parce que l'effort, en fait, il peut se répartir au sein du groupe. C'est-à-dire, au lieu d'être chacun dans sa tête et de pousser son corps, Sortir de sa bulle un peu pour se Exactement. motiver, quoi. et en fait, c'est une façon de répartir, je trouve, l'énergie au sein du groupe. Tout à fait. C'est une technique, en fait, où on compte ensemble. On compte ensemble les pas, on se met d'accord sur un nombre de pas qu'on va faire ensemble, et on va se mettre ensuite d'accord sur un nombre de Sur le secondes repos, ouais. de repos. Donc, on a commencé sur un 10-5. Ouais, ça dit pas. 10 pas, où on compte chacun son tour, Ça. 10 pas, et ensuite 5 secondes de repos. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un effort qui est partagé tout au sein du groupe, enfin dans tout le groupe, qui permet en fait d'avancer tous ensemble. Donc, il y en a qui sont plus rapides que d'autres, il y en a qui ont plus de matos que d'autres. Donc en fait, au-delà de répartir l'effort, on répartit aussi les énergies et le mental. Et je trouvais ça très intéressant. Donc on a fait ça sur ce passage qui était un passage intéressant, qui nous a ensuite amené sur une terrasse, Ouais. avec une vue magnifique sur la vallée des Cardamommes. Tout à fait. On a enfin, quand il n'y avait pas trop de bruit, il y avait des moments où il y avait un petit peu de bruit, mais on a quand même On a eu quand même quelques éclaircies. On a pris de la flotte sur les 2 jours, Ouais. on a eu de la brume sur les 2 jours, mais on a quand même eu des passages avec le vent où on arrivait à avoir de la visibilité. Moi, je trouve ça super. Moi, c'est un des points de vue les plus beaux du Cambodge. Pour moi, C'est chouette, hein, je ne vais pas dire le contraire. Ouais, ce serait- Et après, bon, on était quand même sur une ascension en retard. Donc, il y a quand même la notion de temps à gérer, de climat, d'effort. Donc, il faut être très attentif en permanence. C'est du non-stop. Hein. C'est une grosse concentration sur, j'allais dire sur toute la montée, mais sur toute la descente aussi finalement. Hein. C'est une grosse concentration. Il n'y a pas de temps mort où on se dit bon allez là on se... Le seul temps mort que tu peux avoir, c'est vraiment quand on se dit bon allez là on se pose, on fait une pause. C'est le moment où on peut avoir du relâchement, et encore, il faut rester vigilant sur plein de choses, mais toute l'ascension, il y a zéro temps mort. C'est la concentration tout le monde. Et cette concentration, elle se traduit même dans les pauses. C'est-à-dire qu'on commence la pause, on check le temps. Ouais. On est là, on dit 11h15, break 5 secondes, enfin 5 minutes, 5 secondes, c'est très sympa. 5 minutes, et Gaëtan, mon second, quand c'est l'heure, il fait tac, allez, 11h20, on repart, sac à dos, Sac à dos est parti. Donc même dans la pause, on est dans une contrainte de temps, donc il faut être très concentré en permanence. Et là, on a commencé à sentir le décalage horaire et Le bon jet lag, le manque de sommeil. le manque de sommeil, et La- puis surtout le climat. la chaleur, et puis encore une fois, même si j'ai eu un très très bon entraînement physique, hein, là-dessus Tu m'as dit, voilà, j'ai aucun souci là-dessus, j'ai encore mon poids à porter et effectivement ça se sent, voilà, ça se sent tout de suite et ça devient vite très très difficile. il faut le savoir, c'est que normalement sur des ascensions, par exemple au Népal, on demande aux gens qui atterrissent d'avoir 2-3 jours, même 4-5 jours
d'acclimatation. Ouais, tout à fait. Toi, tu n'as pas eu d'acclimatation. J'ai zéro acclimatation. Et surtout que dans ce sens-là, c'est plus dur. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je viens te voir en Europe, j'aurais pas ce problème de respiration, de cardio, parce que moi, j'ai un taux d'humidité qui est ici très élevé. On est parfois à 90%, 95% d'humidité sur ces pistes-là. Hein. Pour expliquer un petit peu aux gens, quand vous arrivez ici en Asie du Sud-Est, les premières respirations que vous sortez en descendant de l'avion, on a un peu l'impression de respirer. Alors c'est bizarre à dire d'avoir un air très épais. Ouais. Donc l'air, on a l'impression qu'il est lourd, on a l'impression que ça a du mal à rentrer dans le poumon. C'est assez particulier, c'est assez déroutant au démarrage. Hein. Comme un sauna. Ouais, ça fait un peu comme si vous respirez dans un sauna, c'est avoir cette espèce d'air lourd qui rentre dans les poumons et chargé en flotte. C'est particulier. C'est ça, c'est l'air est chargé en fait. Ouais. Donc la respiration est différente. Et alors toi, en plus de ça, tu as 3 vols dans les pattes, tu as un manque de sommeil, tu as le décalage horaire. Forcément, on le sait, quand on voyage, on a une hydratation qui est plus faible, une alimentation qui est moins adaptée ou qui casse un peu ta routine d'alimentation. Donc en fait, tous ces facteurs-là viennent s'ajouter et on décide un petit peu de ralentir sur la piste, d'y aller vraiment tranquille parce que même si on a un objectif, le plus important c'est la sécurité et la sûreté de chacun. Donc on a quand même fait en sorte d'avoir une ascension qui était raisonnée. Exactement. On n'est pas là pour se blesser, quoi. On n'est pas là pour se mettre à bout, quoi. Tu l'as expliqué tout à l'heure, hein, s'il fallait un ravitaillement, et on parle de ravitaillement, on est déjà sur du 6-12 heures. Ouais. Hein. S'il faut prendre en charge un blessé et le descendre, on est sur un autre délire. Ouais. Hein, tout à fait. D'accord là-dessus. Donc les secours vont peut-être arriver effectivement dans ces 6-12 heures, mais par contre, pour redescendre, ça va pas être le même tarif. Hein. Il n'y a pas de secours. C'est nous les secours. Il n'y a pas de secours au Cambodge. Au Cambodge, je peux pas les secours. Ah ouais. Ils vont faire bien reçu. On les prévient quand même. On leur dit. Ouais. En fait, on peut les prévenir. On leur dit, c'est le bazar, on a besoin d'aide. Ils nous disent, ok. Voilà. Et là, on gère maintenant. Voilà. Après, on gère. Ils disent, voilà, il y a 2-3 blancs sur la montagne. Voilà, ils sont courants. Faudrait les aider, mais oula. Soit il va se coucher, hein, comme nous. Donc, c'est vrai qu'on est dans une situation en fait où tout repose sur nos épaules. On est vraiment, c'est ce qu'on appelle l'autonomie. Hein. Ouais. On est en parfaite autonomie. Hein, donc, Et c'est là où c'est capital de bien gérer l'effort du groupe, la sûreté de chacun et la sécurité aussi du matériel. Parce qu'en fait, c'est toute une répartition de cette prise de conscience qui est en permanence avec nous sur piste, en train d'avancer. Donc le but, c'est d'éviter la prise de risque, d'éviter la blessure, d'éviter... Moi, j'ai déjà fait un coup de chaud sur cette piste. Et pourtant, je la connaissais très ça bien. m'étonne pas. Là, on a eu, entre guillemets, j'ai eu de la chance. C'est la chance et de la malchance avec ce climat. C'est que vu qu'il y avait énormément d'eau, etc., ça fait baisser la température et ça a évité. Alors moi qui suis quelqu'un qui est chaud très rapidement, etc., ça peut être assez violent, effectivement. Ah, c'est extrêmement violent. Tu rajoutes 10 degrés de plus, parce que les 10 degrés de plus, on les a facilement. 10 degrés de plus sur la montée, le coup de chaud, il arrive vraiment vite. Hein. Tout à fait. J'ai aucun doute là-dessus. Non, puis en plus, tu le sens pas venir. Le coup de chaud, bon, faut vraiment l'expérience en fait du coup de chaud. Mais quand t'as pas l'habitude ou quand t'en fais rarement, et je te le souhaite d'en faire rarement, ça peut venir d'un coup, ça peut surprendre. Et il faut savoir l'identifier. Ouais. Il faut savoir identifier aussi qu'un collègue sur piste fait un coup de chaud. Ça, c'est... Ouais. Puis après, il y a l'ego qui rentre en jeu, c'est-à-dire accepter qu'il faut s'arrêter. Genre, moi, quand j'ai fait mon coup de chaud, j'étais très énervé contre moi-même. J'étais vraiment pas content de moi. J'étais comme dans une situation d'échec où je me disais, oulala, en fait, je suis pas au top de ma forme. En fait, non, c'est juste que je fais un coup de chaud, C'est ça. et il n'y a rien d'autre à faire que de s'arrêter et de faire une pause. Vous êtes à un moment donné, là c'était votre cas, vous faites vos délires de votre côté aussi, il faut penser à un truc, l'ego, on s'assoit dessus, vous êtes en train de jouer avec la nature, on a joué avec la nature, on ne gagnera pas, c'est hyper compliqué, on peut avoir des techniques, on peut avoir plein de choses, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc l'ego, on s'assoit dessus et on s'adapte. Non, forcer la nature, ça n'existe pas. On peut pas forcer la nature. La nature, forcément, à un moment donné, elle va répondre. Ou alors, c'est notre nature qui va en prendre un coup, quoi. Mais bon, je pense qu'on a été assez intelligent d'y aller tranquille. On faisait régulièrement des pauses. On faisait en sorte que l'hydratation était toujours notre priorité. Alors, ce qu'on faisait régulièrement, c'est que nous, chez C4, c'est que toutes les 45 minutes, il y a le serre-fil, donc la personne qui est dernière, Qui ferme la marche. tout à fait, donne le temps, toutes les 45 minutes. Et toutes les 45 minutes, on propose une pause et une gorgée, une hydratation. Une pause, c'est 5 minutes.
C'est pas les pauses qu'on faisait de 30 Ouais, secondes c'est où on reprenait vrai. notre souffle. Donc ça permet en fait de bien marquer des étapes sur piste. De prendre le temps de s'arrêter, de sortir la gourde, de boire un coup, etc. Exactement, tout à fait. Même un petit fruit séché. Petits fruits séchés, des petits fruits secs, des choses comme ça pour redonner un petit coup de boost. Il faut connaître en fait ces petites astuces sur Bien piste sûr. qui permettent d'avoir un parcours sur lequel on ne se retrouve pas bloqué par manque d'énergie. Donc des petits fruits secs, des petites noix, des choses qui sont faciles à manger, qui vont directement dans le sang, Ouais. qui vont nous permettre de pouvoir gérer l'effort. Et là on se retourne sur la montre et on se rend compte qu'il est déjà 17 h. Ouais. Quand on arrive au camp numéro 1, et en commerce c'est le base camp 2. Donc Le 2, quoi. le camp numéro 2. Donc au camp numéro 2, il y a un refuge. Voilà. On se pose au refuge et là, on fait le point. Sachant que normalement 17 h, c'est l'heure qu'on avait visée pour être au sommet. Exactement, exactement. Donc en fait, il nous manque 800 mètres de dénivelé Voilà. pour le sommet. On est à peu près à 1600 mètres d'altitude. Ça. On est à peu près à 1100 mètres. Il restait en gros 4 km de piste. 700 mètres de dénivelé à peu près. Hein. Ouais, ouais. Et 4 km de piste. Donc si on gardait le même rythme, il nous restait en gros 6 heures de marche pour continuer à Facile, monter. facile. Et surtout qu'on fait une pause au sommet pour profiter un petit peu du sommet. Il faut redescendre. Et il faut redescendre. Donc moi j'évite, et en règle générale tout le monde évite, en tant que guide, en tant qu'aventurier responsable, de se taper des pistes la nuit. Parce que la nuit, Ça se comprend bien. la nuit moins de visibilité, on a aussi les animaux nocturnes qui chassent, Tout à fait. notamment une faune, une flore qui est différente de celle de la journée. Il faut savoir que quand tu allumes ta frontale la nuit, tu as plein d'yeux tout autour de toi qui te regardent. C'est impressionnant. C'est alors il y a des araignées et trucs comme ça, mais t'as tout en fait cette faune et cette flore qui. Ça brille partout, c'est assez dingue. C'est la Voie lactée. C'est rigolo à voir. Ouais. Enfin, Donc là on s'arrête, on se met dans un refuge, on réfléchit. Il nous reste une demi-heure de jour. refuge cambodgien. Hein. On parle pas des refuges de montagne qu'on a en France, etc. Hein. C'est rustique. C'est ambiance rustique. C'est un toit en tôle, quoi. Donc en fait on est dans les nuages. Mais ouais, mais c'est ça en fait. Parce qu'en fait les mecs montent tout le matériel pour créer ces refuges sur dos d'homme. C'est À dos d'homme. Donc impressionnant. Hein. et puis ils commencent à construire. Ils n'ont pas forcément eu le temps de finir. Non. Donc on est sur un demi-refuge en fait. Ouais. On est sur un refus. C'est un refus qui a commencé à être construit, donc on a un toit en tôle, le sol n'est pas fini. Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu l'idée du truc. Et donc là, on fait le point. On regarde notre niveau d'eau, on regarde notre niveau de gamelle, notre niveau physique et surtout notre niveau mental. Donc là, tous les trois, on décide de s'arrêter là pour aujourd'hui, Ouais. d'établir notre bivouac pour la nuit, Tout à fait. en s'appuyant un petit peu sur ce refuge. On commence à couper du bois. Alors je précise, du bois qui a déjà été coupé, du bois mort. De toute façon, le bois vert ne brûle pas, donc ça sert à rien. Et on commence donc à mettre en place ces techniques, comme tu peux montrer dans tes vidéos, de bâtonnage, de Tout à fait. préparation. Et là, le bois est mouillé jusqu'au cœur, Ouais. au cœur du bois. C'est ça. C'est même en bâtonnage, quand on explique les techniques de bâtonnage, on explique pourquoi on fait ça. Et le but, c'est de trouver du bois sec à l'intérieur, parce que à cœur, le bois est toujours sec. Mais pas là. Là, le bois c'est comme une éponge, il est Il bulle est en fait. trempé partout. Mais c'est parce qu'en fait, on est dans un nuage. Donc il y a des gouttelettes en permanence qui sont autour de nous. Donc en fait, l'air est épais à respirer. On est constamment mouillé, il faut le savoir. Et il y a, Oui, je sais pas. il y a un léger vent qui rafraîchit la danse. Donc en fait, même si on est sous un toit du refuge, il y a cet air qui vient nous balayer en permanence. Qui fait que voilà, on a froid, on est mouillé. Donc on s'installe, on essaie de faire un feu. Ça nous demande beaucoup d'énergie, Ouais. d'avoir quelques flammes. On le voit sur. Très compliqué. Ouais. Très compliqué. Ah non, mais- Moi, je pense que toi, autant que moi, on a dû passer chacun cumuler une heure complète sur le feu. Et on se relayait en plus, hein, donc on se relayait. dès que tu faisais autre chose, moi je prenais le relais sur le feu, dès que j'allais faire autre chose, c'est toi qui revenais. Et tout ça pour maintenir des Flammettes. flamèches sur 2-3 morceaux de bois, quoi. Ouais. On n'a jamais eu un gros feu de camp. Ouais. Alors que même, on a un petit peu utilisé des éléments extérieurs. Faut savoir qu'en autonomie, on s'appuie sur tout ce qu'on a, sur tout ce qu'on peut trouver. Donc là, on a trouvé un petit fond de gamelle en métal. Ouais. Qui- Pour isoler le sol. Exactement. Le sol était chargé d'eau. Ouais. T'as vu à un moment donné quand il pleuvait au bivouac, on Le sol, c'est une pataugés. éponge, hein, c'est une éponge. Hein. Pataugé dans l'eau. Donc on a pris cette petite coupette, cette coupe en métal qu'on a mis sous le feu. Donc on a Ouais. recommencé notre feu dans cette coupe, dans cette assiette en métal.
pour isoler. Vraiment isoler le bois du sol, isoler de l'humidité, etc. Et même comme ça a été un calvaire. Je pense qu'on a réussi à avoir quelques moments où c'était presque un feu de camp, mais même ça s'éteignait tout de suite. J'avoue que c'est une des fois où j'ai le plus galéré pour allumer un feu. Et les autres fois où j'ai galéré à allumer un feu sur d'autres régions, j'arrivais à avoir un vrai bon feu derrière. Ouais. Là, on galère, mais en plus on n'arrive même pas à le maintenir, quoi. Ah, mais c'est Dès qu'on le zappait pendant 2-3 minutes, ça s'éteignait. même, tu vois, je te vois dans tes vidéos qui allume les feux au flint, je sais pas comment tu dis en français. Le fire steel. Le fire steel, ouais. C'est ça, en français tu dis Bon, fire steel. c'est vraiment une pierre à feu du coup. Mais Pierre à feu. Moi, en fait, il faut savoir que en fonction des régions où on est, certains termes en fait qui qualifient le matériel changent. Nous, on appelle ça un flint. Et donc le fire steel, donc la pierre à feu, je vois dans tes vidéos, ça démarre bien, quoi. Tu arrives à avoir des beaux départs de feu. Ça a l'air facile. Hein. Et nous, en fait, moi j'utilise très peu ma pierre à feu. Parce qu'en fait, ça demande énormément de travail, ça demande énormément de... C'est de la préparation. Ouais, exactement, préparation. Et même en ayant gratté quoi, je sais pas, de la poudre de bois, comment tu appelles ça? Ouais, de la sciure, de faire des petits copeaux, des choses comme ça. Les copeaux étaient mouillés. Les copeaux à l'intérieur du bois étaient... Tout était trempé. C'était vraiment un bon calvaire. Et donc là, encore une fois, une décision à prendre. Est-ce qu'on continue à travailler sur quelque chose qui ne va pas produire énormément de bénéfices au groupe? Donc on enchaîne sur le kit réchaud, que l'on monte avec une petite bouteille de gaz et on fait bouillir de l'eau. Alors nous on a mangé une petite semoule avec des sardines. Sardines à sauce tomate. Sauce tomate. Donc la semoule, pourquoi? Parce que ça ne demande pas de travail. Ça ne demande pas de travail. Même à froid on pourra la faire gonfler sur le chemin. Tout à fait. Ça cale bien. Et puis avec c'est pas lourd à emmener. Non, c'est hyper léger. Et donc petite aussi astuce pour la réhydratation. On avait pris des petits cubes de cuisson qui sont des cubes de cuisson bouillon. Ouais, les bouillons cubes qu'on achète pour les préparations culinaires, quoi. Hein. Et donc là, hop, dans de l'eau bouillante, et en 5 minutes, tu as un bouillon. Un potage. Donc une bonne hydratation avec du sel, voilà, qui permet de préparer, de bien reposer le corps et de bien préparer le corps au lendemain. Et toute la nuit, on a pris de l'eau. La flotte qui était mouillée, moi. Même on a clôturé tant bien que mal le tour du refuge pour essayer de mettre les tarpes pour se protéger de ça. Et même comme ça, j'avais le hamac mouillé. On a créé des murs avec nos bâches en fait, tout autour. Sachant qu'en cas de coup de vent, ça peut déchirer nos bâches. Ouais. Donc c'était un petit pari qu'on a fait, mais il n'y avait pas trop de vent. Ça allait. Et donc là, réveil 4 heures. Donc on s'est couché à 10 heures. C'est couché à 10 heures, réveil 4 heures. Réveil 4 heures. Et là, donc il y a une décision à prendre, c'est que est-ce qu'on continue à pousser ou est-ce qu'on est raisonnable? Est-ce qu'on prend une décision qui va être raisonnable en continuant à pousser? Ou est-ce qu'on planifie une journée qui va plutôt se concentrer sur une redescente et un retour, sachant qu'il a plu toute la journée, toute la nuit, et qu'on anticipe des crues dans toute la région. Qui va pleuvoir toute la journée. Exactement. Donc on fait le choix de s'arrêter là. On se dit, on va pas se taper une situation extrême à gérer. Ça sert à rien. Ça sert à rien de continuer pour avoir des blessures, c'était pas le but du jeu. Il y a rien de vital en jeu à un moment donné. Si c'était le cas, on aurait visé les choses différemment, mais là il y a rien de vital en jeu. Ça reste avant tout un truc qui était fait, une expédition qui est faite entre nous pour le plaisir. Hein. Donc on prend l'initiative de dire finalement stop, le sommet, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Il faut savoir surtout que c'est un choix qu'on a fait à deux. Ouais. Parce que toi quand même tu as fait plus de 10 000 km pour tenter cette ascension. Moi mon but c'est que tout se passe bien. Donc on réfléchit ensemble, on discute, on se dit ok, qu'est-ce que tu en penses? Moi je t'avais dit voilà, David, t'as pas vraiment bien récupéré cette nuit, même si on veut continuer, on prend le risque d'avoir un retour au village si on tente l'ascension. On peut risquer de retourner au village en fin de journée, donc en début de nuit. Donc bon, on décide qu'on va redescendre. C'est la bonne décision à prendre et on en discutait d'ailleurs tout à l'heure en préparant cette vidéo. On déjeunait ensemble et on parlait en fait de la gestion de ce moment tout à fait. Où tu décides, on en s'arrête là. C'est un moment difficile à prendre. Hein.
Parce que comme tu le dis, hein, moi j'ai eu un entraînement pour ça, je fais des bornes pour venir, etc. Et c'est hyper frustrant de dire merde, le sommet il est là quoi. Il est devant nous. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on prend des risques? On ne prend pas des risques? Enfin, et puis, pas se mentir, on a notre ego à nous, on est quand même des aventuriers, on aime un peu le challenge, etc. C'est hyper frustrant de se dire non, bah là, stop, on arrête quoi. De prendre la décision raisonnable, finalement, c'est hyper compliqué. C'est un challenge dans le challenge. C'est presque ça, ouais. Ça m'est déjà arrivé. Et tu es face à ton objectif, tu n'es pas loin. C'est-à-dire que encore quelques mètres, encore même peut-être quelques centimètres. Et en fait, l'expérience et surtout notre savoir, notre statut de professionnel de l'aventure nous oblige à être capable de prendre ces décisions afin de préserver la sécurité et la sûreté de chacun. Bah, j'ai envie de dire, il faut presque montrer l'exemple à un moment donné aussi. On ne peut pas, en emmenant des gens avec nous, des gens lambda qui n'ont aucune connaissance, leur dire non, voilà, stop, il faut que tu arrêtes parce que tu n'as plus de jus. Et puis nous, de notre côté, dire oh, allez, on s'en fout, vas-y, on continue. C'est clair. À un moment donné, ça fait quand même pas sérieux. On va pas se mettre en échec pour le plaisir, quoi. Donc on décide de redescendre et il faut savoir que, petit détail, mais le matériel est légèrement plus lourd qu'à l'aller parce qu'il a pris l'eau. Et ouais. Donc on a les bâches, on a les hamacs, on essaie de couchage qui ont pris l'eau. Donc en fait, tu as alourdi ton matériel d'à peu près 10%, voire 15%. À peu près ça, ouais. Donc en fait, on a des sacs qui sont un peu plus lourds, un peu plus gonflés. Bon, on a mangé. Mais la semoule qui a gonflé, en termes de disparition de volume dans le sac, c'est pas, faible. C'est pas ce qui fait le plus. Puis alors, le meilleur moment du matin, c'est quand même quand tu remets tes vêtements mouillés avant de partir. Ça, c'est un bonheur. C'est comme la douche froide, hein. C'est nickel. Il faut savoir qu'on s'est douché donc, au refuge, petit aparté, de l'eau glacée. De l'eau bien glacée. Bien froide, ouais. Avec une serviette de 4 cm sur 4 cm. Alors, douché à la cambodgienne, c'est-à-dire avec une jarre avec de l'eau qui traîne dans les gamelles de cuisine finalement, et avec une casserole. Voilà. Et comme on est en climat tropical, les moustiques, voilà, qui n'ont pas froid, c'est bon, il n'y a pas de problème quoi, tu vois. Eux ils ont bien mangé par contre, hein, ils se sont fait plaisir. Donc on entame la redescente, donc à peu près, donc réveil 5 heures, le temps qu'on discute, qu'on s'équipe, enfin qu'on plie le bivouac, on est reparti vers 7h30, 8h. C'est ça. Et là on redescend et il faut savoir qu'on a la fatigue, le matériel et que ça glisse énormément. Ouais. Donc ça demande une attention de chaque instant. C'est-à-dire que 3 secondes d'inattention, c'est la chute, la foulure, la fracture. Ouais, la descente est peut-être moins physique d'un point de vue cardio. Elle fait extrêmement mal aux cuisses et aux genoux parce que forcément à chaque fois c'est des grandes marches et ça tape. Et elle est hyper technique. Pour moi, la descente est hyper. Déjà de manière générale, en randonnée classique, les descentes sont toujours elles sont plus difficiles. Mais là, en plus d'être difficile, elle est quand même carrément plus dangereuse. Tu peux basculer, tomber en avant. Ah ouais, la descente est vraiment violente. En fait, l'ascension est musculaire. Ouais. Et la descente, elle est articulaire. C'est-à-dire que tu mets tout dans les genoux. C'est exactement ça. Et quand tu montes, en fait, tu peux facilement t'arrêter, t'appuyer. C'est des murs, hein. Donc tu peux t'appuyer contre le mur et souffler. Alors que quand tu descends, tu commences à souffler, tu te relâches un peu, tu pars facilement en avant. C'est difficile de s'arrêter à la descente. Hein. Ah ouais, donc c'est un effort pareil qu'il faut bien étaler. Donc on parle d'endurance musculaire, voire même d'endurance articulaire. Là. Et on descend petit à petit et on refait tout ce parcours. Et ce qui est hallucinant, c'est de se dire qu'on a monté ça. Quand tu descends, tu vois ta piste comme ça qui. Tu dis, putain, moi j'ai monté ça. J'ai escaladé ce mur, c'est pas possible, on s'en rend pas compte. Tu prends conscience de ce que tu as monté finalement en le redescendant. C'est ça qui est. Quand tu arrives face au mur, tu dis. Mais on va sauter là. On est passé par là. T'es sûr de toi? C'est vrai. C'était pas comme ça hier. Et non, ça a repoussé. Il y a des morceaux qui sont tombés en plus ou? Et donc, écoute, on s'est bien passé la descente, on a bien géré. Sur certains passages, même, on a pu un petit peu se faire plaisir à faire des belles photos, des belles prises de vue. Cool. On a tenté de faire sortir. T'as voulu faire sortir le drone? Ouais. On a tenté. Et finalement non, il y a eu un problème de mise à jour, alors, je sais pas si c'est en changeant de pays ou quoi que ce soit. Cette nuit à l'hôtel j'ai ressorti tout, j'ai réussi à le faire marcher, mais avec une mise à jour, et forcément où on était, pas de réseau, donc pour faire la mise à jour, machin, pas possible évidemment. Donc j'ai fait une mise à jour, mais une mise à jour qui a été longue cette nuit quand même, donc je pense que ça vient de là, et donc pas d'image de drone. Et je suis dommage. Dommage parce qu'on avait une petite vue là. Ouais, c'est très sympa.
Mais la frustration, la gestion de la frustration sur piste, dans des zones un peu reculées, c'est très important de savoir que c'est pas grave, que c'est pas important. Le plus important, c'est la sûreté de chacun. Tout à fait. On redescend, on a fait un arrêt avec notre ami le macaque qui était en train de voler des galettes de riz. C'était au du camp de riz. base. Ouais. Et donc tu as pu faire de très belles photos d'ailleurs du macaque. J'ai quelques photos et j'ai pu le filmer aussi. Donc, Sympa. Donc Ah. ce sera... Bah, finalement, la vidéo, vous l'avez déjà vue, hein, parce que c'est des bugs d'ailleurs. Mais vous avez vu le petit macaque vers la fin, là. Voilà, c'est lui qui s'est fait plaisir avec nos mangues. C'est un beau mal, hein. Ah, il était chouette, hein, une belle couleur et tout. Ça. Et tu as eu de la chance parce que c'est rare de voir des animaux de jungle comme ça qui descendent aussi proches. Ouais. Donc c'était très sympa, on s'accroyait une petite pause. On en a profité du coup. Hein. Voilà. Et on était plus en retard finalement. Tout à fait. L'avantage d'avoir fait dans ce sens-là. Donc on continue la redescente et on arrive donc au pied de la montagne. Au pied de la montagne, il y a une petite construction, un petit temple qui a été construit il y a 1 an ou 2. Et là, on se dit, est-ce qu'on tente d'appeler le village? Et on se fait un petit plaisir, on appelle ce qui s'appelle en khmer, qui est un héritage du français, ce qu'on appelle une couillonne. Alors la couillonne, c'est donc une sorte de motoculteur. C'est un gros motoculteur en fait. Avec une plateforme derrière. Pour vous faire simple, ils ont pris un gros motoculteur, ils ont accroché une petite remorque derrière en fait, et ils s'en servent comme véhicule. Et donc on se dit, ok, vas-y, c'est sympa, on pose le matériel dessus, on marche à côté, on se met dessus, c'est un peu tape-cul, mais c'est rigolo. C'est rigolo à faire ça. Donc moi je cours, c'est bleu, donc je cours sur un petit sommet, un micro-sommet de 40-50 mètres. Je me mets accroupi, prostré sur mon rocher, et j'arrive à avoir 2 barres de 4G. Donc j'arrive à appeler le village. Il faut garder la position, attention, champ d'équilibre sur une pierre. C'est la cabine téléphonique locale quoi. Et là, ils me disent, ok, on envoie une couillonne. Donc là, on se pose, on attend. En me disant ça, en disant on envoie une couillonne, c'est là qu'on aurait dû se méfier. Ouais, c'est ça. Là, on a été piégés quoi. On se fait un petit bouillon rapide, on se fait une petite nouille instantanée. Et on attend, ça vient pas. Et il est déjà 15h. Et dans 2 heures, il fait nuit quoi. Et on se retrouve comme des couillons. Et voilà. Donc en fait, tout le monde il se regarde dans les yeux. Donc on décide, encore une fois, on prend une nouvelle décision, c'est-à-dire que on arrête de se demander si un élément extérieur va être en notre faveur. On décide de prendre les devants et de retrouver la couillonne sur piste. Ça rejoint le thème des secours tout à l'heure, hein, finalement. Exactement. On voit qu'on prévoit des secours, machin, et là, finalement, ils sont pas là. Hein. Il faut toujours anticiper le facteur qu'on est tout seul. Débrouille-toi. C'est toi tout seul face à la nature dans ces moments-là. D'où l'intérêt d'avoir une bonne formation ou d'avoir au moins eu des initiations qui t'apportent des notions de base qui te permettent de te préserver ton intégrité physique. Donc voilà, c'était juste de la pluie et c'est juste qu'il allait faire nuit, donc on va pas se retrouver au milieu de nulle part en pleine nuit. Donc on y va à pied, on se fait la marche d'approche à l'envers. Ouais. Et encore une fois, on se demande, est-ce qu'on est bien passé par là? On ne reconnaît pas. C'est vrai. Donc ça patine dans la boue. Alors on a eu un magnifique survol de Calao. Donc c'est chouette de les voir. Hein. De les voir là, c'est quand même vraiment top. On les a eu en haut, enfin pas en haut, au camp de base 2. On les a eu à un moment donné, et de les revoir un peu là, dans la plaine, tout ça, c'est sympa. Hein. C'est énorme. C'est un animal en fait, c'est un oiseau qu'on retrouve partout dans l'Asie du Sud-Est et que l'on peut facilement observer à cause d'un vol extrêmement lourd. Donc en fait, quand il vole, on l'entend fondre l'air. Donc c'est très très lourd. Facilement, on peut l'observer quand il passe. Ouais. Et donc là, on a eu vraiment droit à un survol qui donne un petit peu de courage, un moment de contemplation, c'est très sympa. On est là pour ça aussi, se faire plaisir de voir des belles choses, quoi. Et là, on arrive au village. Et alors, qu'est-ce qui se passe au village? Il n'y a personne qui a envoyé une couillonne en fait. Ils nous attendaient tous avec le sourire. Alors c'était bien, vous êtes bien cool. Amusés. Et là, on reprend nos petites motos qui vont nous ramener à notre véhicule C4, notre véhicule logistique. Voilà. Et là, on arrive devant le pont qui déjà avait disparu, mais là, c'est carrément plus disparu. La rivière qui a disparu. En fait. Là, c'est la mer en fait. Il y avait un morceau de pont à l'aller quoi quand même, mais là autour, même le morceau de pont, Ah ouais, là c'était vraiment un fleuve en fait, hein, face à nous. Et donc il faut savoir que dans ces accumulations d'eau qui viennent en fait, tous ces ruissellements qui viennent alimenter le fleuve, tu as un débit
qui est extrêmement important et qui peut facilement te déstabiliser et t'emporter. Bien sûr. Donc là, c'est encore une fois pas à prendre à la légère. Moi, on le voit sur la vidéo, je range mon téléphone parce que je m'amuse à me filmer, mais à un moment donné, il faut pas. On arrête de faire les marioles. Voilà. On le voit quand je me lave, moi. Hein, parce que je me lave dans le fleuve à un moment donné. Et je me retourne pour mettre la tête sous l'eau, etc. Et on voit que je recule un petit peu quand même. Hein, donc ça va très très vite. Hein. Donc là, on sait qu'il y a un pont qui a perdu énormément de son intégrité. Donc il ne reste plus que quelques pylônes, quelques planches en fait. Parce que c'est un pont qui est fait maison, comme on dit. Et là, on avance à tâtons. C'est-à-dire que le prochain pas, c'est peut-être un trou dans le pont. Il manque une latte, donc on peut facilement s'engouffrer. C'est pas où on met les pieds, quoi. Et il faut être très attentif. Donc en fait, voilà, moi j'y vais un petit peu à tâtons, chacun y va avec sa technique, et on arrive à traverser. Mais alors, c'est une traversée, c'est un peu comme le funambule sur les derniers mètres. Tu vois. C'est ça. Il faut surtout pas se dire c'est bon, on est arrivé, quoi. Tu peux dire ça quand tu es arrivé. Tant que t'es pas au véhicule, non, tu y es pas. Ça marche pas. Et là, on arrive au véhicule, et on peut le dire, là, tout le village, ils sont tous bourrés. Ça fait un petit peu, je sais pas comment dire ça, vu que c'est avant la rivière, ça fait un peu post-péage, on va dire, avant la rivière. Ouais. Alors, c'est pas pour payer, mais ça fait un peu dernière station avant de partir dans la nature, quoi. Et comme il n'y a plus de pont, ils arrivent avec leur véhicule. Ah bah plus de pont, on peut pas traverser. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On se met une race. Alors, d'où l'expression se mettre une caisse, parce que là-bas, ils se mettent vraiment une caisse. C'est une vraie caisse. C'est une vraie caisse de bière. Une caisse, c'est 24 bières. Il faut dire que là-bas, ils se mettent une caisse. Donc en fait, ils sont tous bourrés. Voilà. Et ils nous proposent tous, parce que les Cambodgiens sont des gens très gentils, donc ils nous proposent tout de suite, est-ce que vous voulez boire une bière avec nous? Aussi, ouais. Et nous, on est fatigués, on a faim. On a envie de se laver. Donc voilà, on arrive au véhicule, on se déshabille. déshabille, et là, hop, on se jette à la rivière. On se retrouve, on calbute tous les deux pour aller à la rivière, avec un des mecs bourrés qui avance vers nous avec son véhicule, et on se demande s'il nous charge ou pas, quoi. Non, mais c'est une scène en fait qu'il faut voir d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire qu'il y a deux petits blancs en caleçon, avec une serviette et un savon, et avec un Toyota Highlander blanc qui nous charge, quoi. On ne sait pas trop ce qu'il veut, quoi. C'est ce qu'il veut. Il fait demi-tour en arrachant 2-3 poteaux sur son passage là, parce qu'il n'arrive pas à faire ses manœuvres parce qu'il est défoncé. Et là, il fait demi-tour et il se met vraiment pour se mettre en ligne de mire face à nous. Il approche et il s'arrête. Et les vitres sont teintées, on voit rien. Et le mec, il est face à nous et on se demande ce qu'il fait, quoi. Et donc, nous, on se décale un peu à gauche. Il tourne les roues à gauche et il avance. Il le suit. Et moi, j'avais vraiment peur. Je me suis dit, il va charger. Hein, il va nous taper, quoi. Et là, il y avait Gaëtan, 4-5 mètres de nous, qui avec un autre savon qui voulait me donner le savon. Reste là-bas. Attends, ne bouge pas, le savon ça va attendre. Donc finalement, on a réussi à traverser et le mec en fait cherchait à faire une sorte de demi-tour de manœuvre. J'ai pas compris. Il est parti d'une place pour faire un tour, pour revenir à sa place. Et a priori, il a voulu nous faire une blague. Bah, c'était hyper drôle, j'ai beaucoup rigolé. Bien rigolé, hein, c'était sympa. Moi, j'adore ce genre de situation. Beaucoup d'humour. Et il sort de sa bagnole, tout content. Mort de rire. Super drôle. Et donc là, moment cambodgien, on se prend une douche dans la rivière. C'est ça. Alors avec une pression, avec un débit. Voilà, avec de l'eau un peu marron, hein, forcément. C'est jeu, hein. Tu sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. C'est pas ce qu'il y a dedans, c'est pas ce qui flotte. C'est quoi qui flotte entre mes orteils, je sais pas. Une sangsue, un serpent. C'est l'aventure. Avec, en fait, c'est marrant parce que on voit des gens sur la vidéo qui nous regardent, des gens qui font comme nous, qui se prennent une douche aussi. Les Cambodgiens, ils viennent avec leur moto, ils lavent leur moto. Dans l'eau. Voilà. Et finalement, ça fait un petit coup de frais, vachement bien. Ouais. On remet notre slibard et retour véhicule, insertion dans le caleçon sec, insertion dans le véhicule. Et puis là, on se tape un petit poulet rôti sur piste. Petit poulet rôti avec une bonne bière, hein, on va pas se mentir. On s'est fait plaisir pour célébrer le retour, pour célébrer cette demi-ascension. C'est une asson. Non, et c'était vraiment sympa parce que, encore une fois, la préparation, donc on sait qu'on va être crevé, on sait que ça va nous faire plaisir d'avoir une bonne bière bien fraîche, d'avoir une petite viande. Et donc là, on se pose et là, on a les pieds secs. Ça faisait 48 heures. J'ai pas pensé à filmer mes pieds au moment, parce qu'il n'y avait pas toujours de la lumière et tout à ce moment-là. J'aurais dû filmer mes pieds quand j'ai enlevé les pompes en fait. Ils sont dans un état, enfin vous voyez quand vous restez 2 heures dans la piscine ou dans une baignoire, les pieds là ils sont dans un état, c'est juste lamentable. Ouais, puis t'as des fourmis presque dans les pieds. Ouais, tu te demandes à quel moment ils vont tomber quoi. Hein, c'est ça. Et là, forcément, on est tous contents quand même parce que la première chose c'est que, en tant que professionnel de l'aventure, ce qu'on dit c'est que RS, on est tous sains et saufs, on s'est bien
on sait bien gérer notre effort. Et puis surtout, c'est une belle expérience parce que on s'est quand même retrouvé dans une situation où on aurait pu rester bloqué en fait sur la montagne ou dans le village, parce qu'il faut savoir qu'une fois que le pont est emporté, il faut attendre 4-5 jours pour que l'eau descende, et il faut qu'ils reconstruisent le pont aussi entre temps. Non, c'est pas gagné, hein. Ça aurait pu être, j'allais dire plus grave, c'est pas grave, on aurait pu vraiment être embêté, être bloqué réellement quoi. Ça m'est déjà arrivé, hein. En octobre, je me suis retrouvé bloqué dans cette région-là. Et donc, non, moi j'étais très content, on a eu une belle sortie, on a pu s'échanger des conseils bivouac, on a chacun nos techniques, toi t'es plutôt forêt, moi je suis plutôt jungle. C'est ce qui est sympa sur ce type de sortie-là, on a tous les deux nos habitudes, t'as tes compétences, j'ai les miennes, même si tu connais mon environnement, je connais le tien, toi t'es ici tout le temps et moi je suis là-bas tout le temps, hein, donc ça évolue pas de la même façon. Et c'est vrai que c'est super sympa de pouvoir échanger nos petits tips de pro. C'est en dehors de l'effort physique, de l'aventure, etc. Enfin, c'est hyper cool de pouvoir partager comme ça, c'est top. Et il faut savoir qu'en fait, c'est une conversation avec du matériel. C'est-à-dire qu'on se dit, ah regarde, moi j'ai ci, toi t'as ça, ah ouais, donc comment tu t'en sers? Toi t'as ta technique feu, moi j'ai ma technique feu. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant. Et tout le retour en fait dans la bagnole, on se marre déjà, on se marre bien, rigolé, hein. On décompresse. Et puis il y a eu un petit moment où on a tapé une sieste quand même, une petite siestoune. La petite sieste a fait du bien aussi. Et puis on est rentré à Phnom Penh et on était content d'avoir fait une belle sortie. Ça fait du bien de rentrer, on est content de faire ce qu'on fait, on adore ça, on adore aller dehors, dans la forêt, dans la jungle, etc. On kiffe ça, de pouvoir faire un bon bivouac et d'être avec les copains, tout ça, c'est génial. Mais c'est là aussi où tu apprécies ton retour à un moment donné, de dire là je suis à l'hôtel, je suis dans un bel hôtel, c'est top, ça fait du bien. Je peux me poser, prendre une vraie bonne douche, avec du vrai savon, de la vraie eau propre, et toutes ces petites choses font que ça te fait un vrai plaisir, quoi. Et tu savoures même encore plus le moment que tu as passé dehors, quoi. Oui, mais surtout après 4 jours de bourlingage, droite à gauche pour toi. C'est quasiment 4 jours au final. Première nuit. Première nuit de sommeil, enfin. Première vraie nuit. Voilà, c'est comment tu te sens alors, t'es reposé? Et ça m'a fait énormément de bien, tellement habitué à se réveiller très tôt tous les matins que 4h30, pouf! Ah tiens, et si je me levais? Automatique. Donc automatique, j'ai réussi à me rendormir un petit peu, parce que je pense que mon corps en avait besoin. Mais non, ça fait un bien fou, hein. Après là je suis vraiment reposé, ça fait du bien. Et alors ce matin quand tu t'es levé, ça allait, les jambes légères? Alors c'est le petit point négatif de cette petite aventure, c'est que je me suis levé ce matin, j'ai voulu... Non, c'est ça, j'ai voulu me lever en fait, c'est pas que je me suis levé, j'ai voulu me lever. Et là j'ai fait, oh bah tiens c'est bizarre, mes jambes elles répondent pas normalement. Tu vois, j'avais fait, oh bah dis donc, il y a des petites courbatures quand même. Et il n'y a personne tout seul. Et c'est vraiment bizarre, les mollets en feu, les cuisses en feu, enfin tout en feu. Et vraiment très très dur, des courbatures mais alors de l'espace. Pourtant ceux qui me suivent sur mes réseaux, tout ça, ils savent qu'en termes de sport, j'en vois un petit peu sur tout ce qui est powerlifting, etc. J'ai tendance à bosser avec des charges quand même plutôt lourdes. Que je suis habitué à faire de la rando, etc. Donc techniquement, mes muscles ils sont prêts. Ils ont l'habitude. Et là, mais des douleurs. Mais alors, tout à l'heure, quand on a mangé, je me suis levé de table à un moment donné. Enfin, c'était juste la crise de fou rire. J'ai l'impression d'avoir pris 40 ans en une nuit, quoi. Ça travaille l'humilité. Ça rend humble. J'ai un de mes souvenirs d'une autre ascension que j'ai fait avec mon pote Julien en Népal, pour aller sur le pont de Chassé où c'est 15 bornes de marche et 15 bornes, t'as l'impression de monter un escalier. Finalement, je disais toujours c'était mon expérience la plus dure, et elle a changé. Aujourd'hui, je pense que c'est celle-ci, et rien que musculairement, une journée ou deux à monter des escaliers, forcément on a mal aux fessiers, etc. Mais ça reste entre guillemets normal. Là j'ai vraiment mal partout, enfin, c'est pas la même douleur en fait, mais voilà, dans 2 jours c'est terminé et puis on remet ça, hein. Puis même s'il faut aller marcher aujourd'hui on y va, mais on sent qu'il y a eu un effort qui a été là, qui est pas classique. C'est surtout aussi que la première source d'énergie pour le corps c'est l'air, et que là l'air est extrêmement chargé en humidité. Donc du coup tu respires presque différemment ici. Tout à fait, Donc du coup le corps se régénère différemment. On est chargé en acide lactique tout de suite, on est les muscles qui sont gorgés de sang tout de suite. Enfin, c'est assez impressionnant et on le sent là donc le lendemain. Voilà. Je sens que j'ai fait quelque chose pendant ces derniers jours qui a martyrisé un peu mon corps. Mais ça fait plaisir, ça fait partie du jeu en fait, ça fait partie de ce qu'on est venu chercher.
Moi, je suis venu là encore une fois pour me faire plaisir, pour faire cette ascension pardon, pour fêter mon 20e voyage. Si c'était pour avoir un escalator et aller au bout, c'était moins fun, quoi. Le but, c'était de se mettre dans le rouge, etc. Ouais, se mettre en difficulté. Et ça a été le cas, donc c'est top. Bah, écoute, je suis très content que tu aies passé 2 jours dans la difficulté, pour te dire. Nous, on était très contents de t'accueillir avec ces 4. Merci. On attendait ton arrivée, on l'a bien préparé. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de rencontrer des professionnels avec qui on peut échanger, à qui on peut Cool. faire des pistes ensemble. C'est très différent de faire des pistes en professionnel que de faire avec un groupe en fait, parce que Pas la même gestion. voilà, on a moins de gestion du groupe et surtout on profite peut-être un petit peu plus aussi parce qu'on est moins attentif en fait à l'un et à l'autre parce qu'on sait qu'on est des professionnels. Oui, t'es pas obligé de me tenir la main tout le long, quoi. Donc du coup, moi j'ai pris beaucoup de plaisir avec cette ascension. Cool. Donc, je te remercie d'ailleurs d'avoir appelé C4 pour cette petite ascension. Et puis surtout, je sais que moi maintenant, quand je viens en France, obligatoire, tu me mets en difficulté sur ton terrain cette fois-ci. On va te trouver ça. On va te trouver ça. On aura des trucs, on trouvera ce qu'il faut pour te S'il mettre te un peu plaît, dans le rouge s'il aussi. te plaît. On va y arriver. On prévoira ça à l'avance, on va te faire un petit truc, on va s'organiser. Bah écoute, en tout cas, moi je voudrais terminer un petit peu là-dessus et faire quelques remerciements. Oui. Alors déjà aux gens qui sont un peu en France aussi, hein, tous ceux qui m'ont suivi, qui m'ont encouragé, donc forcément ma famille, ma femme, voilà, donc c'est déjà la base. Mes coachs qui m'ont aidé, donc Constant et Dorian qui m'ont filé un gros coup de main sur ma prépa physique, donc un grand merci à eux. Et sur toute la partie cambodgienne, forcément, un grand merci à C4 de m'avoir aidé sur toute la logistique. Et un grand merci à toi d'avoir accepté tout de suite ce projet et voilà, d'avoir été hyper enthousiaste et puis d'avoir fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, quoi. Donc c'était vraiment top. Donc, un grand merci à C4 pour tout l'ensemble logistique, etc. Un grand merci à toi de m'avoir apporté tes partenaires aussi en me disant voilà, tiens, tu viens, va à tel endroit, etc. Top. Voilà. Donc, Avec grand plaisir. Un grand merci à toi d'avoir mis à ma disposition tes partenaires. Un grand merci aux sponsors aussi qui nous ont suivis dans l'aventure. Sans eux, ça n'aurait pas pu être possible parce que ça reste quand même ça a quand même un coût, hein, toute cette logistique, etc. autour, les transports, les taxis qu'il faut payer, etc. Enfin, il y a quand même un coût. Donc un grand merci à tous les sponsors. Pour les citer, on a les couteaux Buck, donc Buck Knife qui nous ont sponsorisé une partie de la vidéo là. Je vous mettrai de toute façon tous les liens, tout le monde sera tout dans la description, il n'y a aucun souci. Donc un grand merci à eux. On a le rhum Samaï. Le petit rhum, le petit rhum pour ces bio bivouac, qui est un rhum fait à base de poivre de Campote. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le poivre de Campote c'est un des meilleurs poivres du monde. Alors ça peut faire bizarre d'être sponsorisé par une marque d'alcool sur un truc comme ça, mais il faut savoir qu'ici c'est presque normal. Vous allez dans les galas de boxe, il y a des bouteilles de whisky affichées partout parce que c'est les gros sponsors en fait. Et donc c'est presque, moi j'ai trouvé ça hyper valorisant que finalement une marque de rhum sponsorise, parce que c'est presque dans la culture locale, quoi. Donc c'est cool. Et puis surtout d'un point de vue aventure, si je peux me permettre, une petite digression, c'est que on voit souvent les aventuriers avec des petites fioles d'alcool. Il faut savoir que quand tu es dans un effort qui est extrême et que tu es dans une situation aussi extrême, parfois une petite gorgée, une petite goutte, c'est un moment qui va te redonner du courage. Le but, c'est pas de s'alcooliser. Le but, c'est d'avoir un moment de répit. Et le rhum Samaï, en fait, moi, c'est un rhum que je prends souvent sur piste. Je prends pas des tonneaux, je prends une petite bouteille. Et en fait, c'est un rhum qui reste longtemps dans la bouche. Donc, il n'y a pas besoin d'en boire beaucoup pour avoir ce moment de répit. Le poivre de Campote va vraiment venir révéler, en fait, toute la force du rhum. Et moi, j'en prends toujours une petite fiole sur moi. Et je te cache pas que de temps en temps, quand j'ai des gens qui sont vraiment morts sur piste, et qu'on se fait un bivouac et qu'à la fin du dîner, petite goutte de rhum, ça fait extrêmement plaisir. Pour moi, c'est un des meilleurs moments quand on fait ce type d'aventure, que ce soit même de la simple randonnée en France sur des terrains plats, etc., sans parler de difficultés. Le moment du bivouac où on se pose devant un bon feu avec une bonne bouffe et un petit coup à boire, c'est un bon moment. Et pour le moral, ça fait énormément de bien, quoi. Et surtout aussi, ce qui est important à dire, c'est que le but, c'est pas de s'alcooliser parce que l'alcool déshydrate. Donc après un effort physique important, le but c'est de bien se réhydrater. Bout de bouillon, etc. Tout à fait. Et une petite goutte, c'est juste pour gorgée, c'est pour le plaisir, c'est pour bien terminer le moment convivial, le plaisir. La convivialité. On reste là-dessus.
Donc voilà, donc grand merci à eux, donc à Bucknave et à Samaï, et à l'hôtel Penthouse Penthouse, ouais. qui m'a accueilli ici à Phnom Penh durant cette aventure, Dans lequel nous sommes aujourd'hui. dans lequel on a l'autorisation de filmer en plus, donc vous voyez derrière on a une belle végétation qui fait rappeler un petit peu la jungle, donc comme ça je suis pas trop dépaysé. J'ai hésité avec mon hamac là hier soir Et finalement, alors, vraiment, finalement, et le lit était quand même bien. ouais, Il était il était quand même- sec, ouais, il il était était sec. sec. Et donc non, un grand merci à toutes ces personnes qui ont pu nous aider. Et ben, j'ai envie de dire, restez connectés pour la suite, parce on a déjà parlé un petit peu, il y a de fortes chances quand même que sur 3 jours cette fois-ci, mais que je ne reste pas sur ce petit échec, Ouais. et qu'on se termine ça quand même. Bien sûr. Hein. Et je pense qu'il y a d'autres choses qui vont se passer prochainement, donc restez dans les parages. Bah, écoute, David, merci beaucoup. On est amené à se revoir. Bah, écoute, je sens qu'on a amené à se faire, tout à fait. T'es un peu ici chez toi aussi, hein, donc. Je reviens à la maison de temps en temps. Grand merci à toi, Merci, c'était David. vraiment top. Et en tout cas, moi j'espère que la vidéo vous a plu, que le débrief aussi vous a plu. Et je vous dis et on vous dit à bientôt. À très bientôt. Salut!